Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com. Choix 98. Wow. Radio X. À Québec. Depuis 25 ans et pour encore longtemps. À Québec. Choix. C'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 miles from the west. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Oh my gosh, dude. Radio X. Bon mercredi, les auditeurs, et bienvenue sur les ondes de Radio X à Choix 98.1. Déjà mercredi, ça va tellement vite. On est si bien accompagné avec notre maître de cérémonie, animateur de l'émission, Monsieur Christian Page. Et ce soir, on s'en va dans l'univers de l'obscurantisme avec ce court extrait audio pour nous mettre dans l'ambiance et nous mettre dans le bain. Court extrait. Et on commence cette émission en ce 23 novembre 2022. Did you know that you were picking a fight with academia? Because there are a lot of people that just don't want to hear this. You have been at the front of the line for decades, and you exposed me to a lot of these controversial ideas that have now been substantiated. Well, I'm Graham Hancock. I don't claim to be an archaeologist or a scientist. I am a journalist, and the subject that I'm investigating is human prehistory. Donc, si je comprends bien, Christian, ce soir, ça se peut qu'on mette les ongles sur un tableau noir en parlant d'obscurantisme. Mais en fait, c'est quoi? C'est le terme le plus ancien d'être sceptique, d'être un peu conspirationniste? Ouais, en fait, non, l'obscurantisme, c'est vraiment retourner au Moyen-Âge en faisant table rase de tout ce que l'on a appris au cours des derniers siècles ou des dernières décennies. Et c'est exactement là où nous entraîne ce documentaire. Écoute, je dois t'avouer que c'était pas le sujet que j'avais choisi initialement. Donc, la semaine dernière, quand je préparais un peu ma grille pour cette semaine, c'était pas le sujet que j'avais choisi. Mais des gens m'avaient attiré mon attention sur cette nouvelle série qui est disponible donc depuis le 11 novembre dernier sur Netflix, qui s'intitule, l'on vient d'entendre la bande-annonce de la série. C'est une série en 8 épisodes. Et on vient d'entendre la bande-annonce en anglais qui s'intitule Ancient Apocalypse. En français, c'est À l'aube de notre histoire et c'est animé par Graham Hancock. Et quand j'ai trouvé ça difficile de regarder cette série-là, je vais t'expliquer pourquoi. Okay. Parce que chaque émission durait à peu près 1 heure et j'en avais pour 3 heures à peu près à chialer dans mon salon. Peut-être est-ce le fait que dans ma formation académique, j'ai un cursus en histoire. Tu comprends? Je n'ai pas étudié que le journalisme. On n'a pas que des cours de journalisme à l'université. Mais non, c'est ça. Et ce que j'ai entendu là me renverser, je me disais, mais c'est pas possible. C'est fou. On a le discours d'un individu qui est complètement déconnecté de la réalité. Et j'ai trouvé ça trop grave pour ne pas en parler. Je dis là, oh, yes. Parce que tu comprends, il y a quelques semaines, je t'avais fait la critique de la série 28 jours d'horreur. Tu te rappelles de ça? Une série Netflix également où on a pris des médiums, une équipe qui avait des médiums et des chasseurs de fantômes qu'on a mis dans 3 lieux différents. Et donc, ces gens-là sont restés là pendant 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, à enquêter sur les soi-disant manifestations. J'avais été très dur envers cette série-là, mais c'est vrai qu'au départ, on a une prémisse que l'on doit accepter ou non lorsque l'on parle des fantômes, c'est est-ce que oui ou non les fantômes existent et est-ce que l'au-delà existe? Et malheureusement, à cette question, personne n'a la réponse. C'est-à-dire que les recherches qui ont été menées par les scientifiques, je parle des gens qui s'intéressent à ces phénomènes de manière académique, là, pas nos chasseurs de fantômes avec leur quincaillerie qui scintille, là, mais non, des gens qui se sont intéressés à ces questions-là n'arrivent pas à un consensus. Dans le domaine scientifique, on sait que notre cerveau peut nous jouer des tours, il peut expliquer une grande partie des phénomènes qui sont rapportés dans la littérature et qu'on associe à des revenants.
mais on n'a pas les explications à tout. Donc, comme on a une zone grise, c'est vraiment une question d'adhésion en termes de foi. J'y crois ou je n'y crois pas. Mais là, ici, on est vraiment dans autre chose, hein, parce que l'histoire n'est pas une question de j'y crois ou je n'y crois pas. Tu comprends-tu? Ouais. Dans l'histoire, il y a des zones grises sur lesquelles on va sûrement revenir ce soir, mais l'histoire, c'est l'histoire. Il y a l'histoire que l'on peut démontrer, qui fait partie des milieux académiques, sur lesquels il y a consensus historique, il y a consensus dans les milieux universitaires. Et dans le cas de cette série, là, on est vraiment, c'est comme si on était retombé au Moyen-Âge. Il y a eu d'ailleurs hier, je suis pas le seul à m'être insurgé. Hier est paru dans le journal Le Devoir un excellent article qui a été écrit, en fait, c'est dans la colonne des opinions publiques, qui a été écrite par Julien Riel-Salvatore. Il est professeur titulaire d'archéologie et directeur du département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Et il a qualifié cette série, et je le cite, de divertissement dangereux. Ah, et okay. c'est exactement, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que j'avais tellement pris de notes là, quand j'ai regardé cette série-là, j'étais tellement en colère là, que je devais avoir à peu près 30 pages de notes. Évidemment, on passera pas à travers mes 30 pages de notes. J'ai essayé aujourd'hui de faire une espèce de synthèse de tous les éléments qui sont invraisemblables et quelque part c'est choquant. Je peux comprendre que n'importe qui est amoureux de l'histoire soit un peu dans la même situation. Tu regardes ça puis tu te dis mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc la série elle est animée, donc on va entrer dans le vif du sujet. Parlons, comme pour utiliser l'expression, parlons de l'éléphant qui est dans la pièce. Oui. Donc cette série elle est animée par Graham Hancock. Il se présente d'ailleurs au début, on a entendu dans la bande-annonce en anglais, je suis Graham Hancock. Il dit bien, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un archéologue, je suis un journaliste. Hein, c'est la façon dont il se présente. Bon, je vais revenir sur cette présentation-là parce qu'il y a un piège là-dedans. Donc, Graham Hancock est un Britannique. Il est né en 1950. Il a une formation académique en sociologie à l'université de Durham, en Angleterre. Et il a surtout pratiqué du côté du journalisme pigiste. Et quelque part, au milieu des années 80, alors qu'il faisait un article, il faisait une étude, une recherche sur la situation économique épouvantable à ce moment-là en Éthiopie. On se rappelle, on a peut-être tous des images ou des souvenirs de la grande famine qui a sévi en Éthiopie. Du moins, les gens de ma génération se rappellent de ça. C'était des images qu'on nous relayait à la télévision. Épouvantables, ces gens qu'on voyait des images. Il y a une des images, oui, rachitique. Il y a une des images qui est célèbre et qui illustre bien cette époque où on voit un enfant qui n'a plus que la peau et les os, et tu vois 3 ou 4 vautours qui sont aux côtés de lui. Et cette photo-là a été primée parce que c'est peut-être l'une des photos les plus symboliques de la famine, et ça nous rappelle bien sûr ces grandes famines qui ont sévi dans cette région d'Afrique. On est du côté nord-est africain là, pour l'Éthiopie. Donc, alors que Graham Hancock, qui a d'ailleurs fait un très bon papier, qui a écrit sur le sujet, c'était très bien, où il parlait de quelle façon les fonds étaient détournés, et finalement, l'aide internationale n'arrivait pas aux populations, comme c'est malheureusement souvent le cas dans des pays qui sont dirigés par des dictatures. Donc jusque-là, pas de problème, mais on est au milieu des années 80, et alors qu'il est en Éthiopie, Graham Hancock entend parler d'une histoire et qui voudrait que l'Arche d'Alliance, et je connais bien ce sujet-là, parce que j'ai suivi cette piste-là à un moment donné. Oui, on en a parlé de l'Arche d'Alliance. On en a parlé donc de l'Arche d'Alliance, qui, selon une tradition éthiopienne, l'un des fils de la reine de Saba, qui aurait été un enfant illégitime avec le roi Salomon. Ben, quand je dis illégitime, on s'entend, il n'y avait pas de mariage entre la reine de Saba et le roi Salomon. Ils ont eu une aventure. Et là, c'est pas des éléments historiques ici, là. On parle essentiellement d'une tradition éthiopienne, dans le christianisme éthiopien. Donc, le roi Salomon aurait eu une liaison avec la reine de Saba. Et Saba, selon cette tradition, serait l'ancienne Éthiopie. Ce qui ne fait pas consensus chez les archéologues. On pense que Saba, le pays de Saba, était peut-être davantage du côté de la Syrie. Mais néanmoins, on raconte que le fils de la reine de Saba serait retourné
retourner à Jérusalem, rencontrer son père après la mort de sa mère, alors qu'il était devenu régnant sur l'Éthiopie ou le royaume de Saba. Et par un concours de circonstances, il aurait ramené l'arche d'alliance en Éthiopie et elle serait aujourd'hui conservée dans une petite église à Aksum, dans une chambre spéciale. Et il y a un gardien dont le rôle à vie est de surveiller l'arche, et personne ne peut entrer dans l'église en question pour voir l'arche. Donc moi, comme à peu près tout le monde, on s'est buté aux portes de l'église et avec un refus catégorique de pouvoir entrer pour aller voir la supposée arche d'alliance. Cela étant dit, c'est un aparté, mais alors que Graham Hancock est en Éthiopie, il fait son reportage sur la situation économique, il entend parler de cette histoire-là, et c'est pour lui une forme de révélation. Il est tombé dedans, comme on dirait Obélix est tombé dans la potion magique. Oui. Graham Hancock est tombé dans le fantastique historique, tous ces grands mythes, ces mystères de l'histoire, il tombe là-dedans et il va suivre la trace de nombreux auteurs qui ont écrit avant lui, parce qu'il faut savoir que dans le milieu de l'histoire, il y a une contre-culture de l'histoire qui existe depuis à peu près, qui est apparu à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Je reviendrai à un moment donné, on pourrait pratiquement faire une série là-dessus. J'essaierai peut-être de faire une émission à un moment donné pour faire une synthèse, mais c'est assez compliqué. Bon, il y a une émergence à la fin du 19e siècle de mouvements ésotériques, mystiques, et où on valorise beaucoup la culture blanche. C'est les occidentaux blancs. C'est une culture un peu raciste quand même. Surprise. Dans ça, on a écouté un peu l'histoire et qu'on a écouté à l'école. Ouais, et pourquoi ça se produit comme ça? Parce que c'est les voyages, ça coïncide avec les voyages. On s'ouvre sur le monde, on vient de construire l'Orient Express, un train qui traverse pratiquement toute l'Asie, toute l'Europe. On a mis en chantier des grands navires, des transatlantiques, et là maintenant on peut passer de l'Europe à l'Amérique en quelques jours sur ces grands transatlantiques. Donc la fin du 19e siècle, c'est l'ouverture vers le monde. Donc les Occidentaux, les Européens, les Nord-Américains découvrent le monde tel qu'ils ne l'avaient jamais vu avant. Et là, finalement, on s'ouvre sur de nouvelles cultures. Pour beaucoup, on découvre, bang, voilà les pyramides d'Égypte. Il faut se rappeler que c'est également la fin du 19e siècle, qu'on va redécouvrir tout le Mésoamérique, après la conquête espagnole, qui nous situe aux alentours de 1520 à peu près. Donc là, à ce moment-là, les Espagnols rencontrent les Premières Nations qui occupent l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, que ce soit principalement les Aztèques ou les Incas pour l'Amérique du Sud. Mais après la conquête espagnole, ces grandes cités qui étaient dans la jungle, d'ailleurs même les conquistadors espagnols ne verront à peu près rien des Mayas, parce qu'au moment où il y a la conquête, ce sont les Aztèques qui sont dans le pays, et les Aztèques vont confier aux Espagnols qu'avant eux, il y a eu d'autres sociétés, et principalement ces sociétés vivaient dans la jungle, principalement sur la péninsule du Yucatan. Et d'ailleurs, Yucatan, je tiens à le signaler pour les gens, si les gens se posent le nom Yucatan, ça veut dire « qu'est-ce que tu dis ?» OK. Parce que quand les Espagnols rencontraient des Indiens, des autochtones du Yucatan, et on leur parlait, mais où sont ces cités? Qui êtes-vous? Quelle société vous êtes? Êtes-vous les Mayas? Et les autochtones, les Premières Nations qui vivaient là, les indigènes, entre guillemets, comprenaient absolument pas ce que les Espagnols disaient, et ils répétaient le mot en nahuatl qui était Yucatan, qui voulait dire, mais qu'est-ce que tu dis? Fait que quand les Espagnols demandaient, mais c'est quoi votre pays? Les Indiens répondaient, Yucatan. Fait que les Espagnols ont dit, le pays s'appelle Yucatan. Mais Yucatan, en nahuatl, voulait dire, qu'est-ce que tu dis? Je comprenais pas, c'est drôle. Ouais, c'est ça. Donc, c'est amusant c'est une petite anecdote amusante de l'histoire. Mais bon, bref, les Espagnols ont vu très peu des cités mayas, parce que c'était dans la jungle. Et à ce moment-là, il faut quand même se rappeler que les grandes cités mayas sont à peu près désertés depuis 500 ans. La chute de l'Empire Maya se produit aux alentours de l'an 1000, 1200. Donc quand les Espagnols arrivent, ça fait déjà plusieurs siècles que les grandes cités mayas de la péninsule du Yucatan ont été abandonnées. Donc bien sûr, les Espagnols vont en voir quelques-unes, les plus proches de Mexico, quand on quitte Mexico puis on commence à entrer dans la péninsule. Donc les premières grandes cités, on va les voir, mais on ne verra pas, par exemple, Chichen Itza, on ne verra pas Tulum ou ces
ces grandes cités-là, soit qu'elles sont sur le bord de la mer et les Espagnols ne passent pas par ce chemin-là, ou encore des cités comme Chichen Itza qui est complètement dans le milieu de la jungle. Donc, les grandes cités mayas ne seront découvertes qu'à la fin du 19e siècle. Hein. C'est un dénommé Stephens qui va retrouver ces cités mayas. Donc, ça nous place dans ce contexte-là. On est à la fin du 19e siècle, on s'ouvre sur le monde, on voit ces grandes constructions, aussi bien dans le Mésoamérique que dans des pays comme l'Afrique, dans le Nord-Afrique, on voit l'Égypte. Hein. On a un accès à ces pays-là. Ce ne sont plus que des dessins, ce ne sont plus seulement des dessins ramenés par des explorateurs. On a le moyen de se rendre sur place. C'est ça, ouais. Et donc, on voit apparaître cette espèce de culture dans des mouvements ésotériques, mystiques, une culture qui va favoriser la culture blanche occidentale. Donc là, on commence à dire que, bon, d'abord, il y a un mouvement qui va être assez populaire, qui s'appelle un mouvement qui est créé par une femme qui s'appelle Madame Blavatsky, qui s'appelle la théosophie. Et l'idée de la théosophie, c'est de dire qu'il y a eu une race mère, sous-entendre blanc occidental, qui ont servi un peu de modèle à ces sociétés, qui a permis à ces gens de découvrir, à ces sociétés entre guillemets primitives, de découvrir l'astronomie, les mathématiques, l'architecture et tout le reste. Donc, on favorise cette espèce de culture blanche parce que, bon, ayons pas peur des mots, des sauvages d'Amérique centrale n'auraient pas été capables de construire des pyramides, des basanés du Nord-Afrique auraient pas non plus été en mesure de construire des temples et des pyramides. Donc, il faut forcément qu'il y ait eu une influence blanche occidentale. Et peu à peu, hein, ce mouvement-là va perdurer, il va s'inscrire dans une forme de culture, une contre-culture, même si les historiens et les archéologues dénoncent cette idée-là, cette pensée-là comme étant purement raciste. Elle va s'imposer et à partir des années 60, autre temps, autre mœurs, ces sociétés seront ces sociétés ésotériques, mystiques de grands maîtres à penser qui auraient apparemment guidé ces sociétés primitives, vont être remplacées par les extraterrestres. Donc, on voit arriver dans les années 60 la même idée, hein, c'est la même version, mais sauf que au lieu que ce soit des maîtres initiés qui vivent dans des cités cachées au Tibet, ben là, ce sont des extraterrestres qui débarquent en soucoupe volante. Mais c'est la même chose. C'est toujours pour nous dire que ces sociétés qui sont plus primitives que les Blancs occidentaux ou nord-américains, ben forcément, ils ont dû avoir l'aide de quelqu'un venu de quelque part parce que ils sont trop imbéciles pour assembler et monter, empiler des pierres et des cailloux. C'est bon, ben voilà. C'est un peu ça. Et dans c'est un peu ce que Graham Hancock, c'est le mouvement que Graham Hancock va suivre. À partir du moment où il est intéressé par cette histoire d'arche d'alliance, il va commencer à s'intéresser à toute cette contre-culture de l'histoire, qui, faut bien le dire, qui est tout à fait raciste et dans laquelle il va baigner avec la théorie des anciens astronautes, quoiqu'il n'adhère pas trop à l'idée des anciens astronautes. Mais très rapidement dans son discours, parce que Graham Hancock a publié plusieurs ouvrages, c'est un auteur populaire, il a vendu des milliers, sinon des millions de livres. Il y en a beaucoup de ces livres qui ont été traduits en français, là, j'en cite quelques-uns. La clé de la civilisation perdue, L'empreinte des dieux, Civilisations englouties, Le mystère de l'arche perdue. Donc il se plonge là-dedans, il publie des ouvrages, il est populaire, il est ce que les historiens appellent un réhistorien. Hein? Ouais, il réécrit l'histoire, hein? Il a refait l'histoire. Hein? Et bien sûr, il va toujours donner une ascendance à une forme de culture ou de société plutôt invisible, mystique, initiatrice, qu'elles viennent de l'Atlantide, qu'elles viennent d'ailleurs, qu'elles viennent d'une autre planète, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est on a besoin de ces initiés. Nos peuples primitifs sont trop primitifs, ils ont besoin d'être initiés. Et c'est exactement dans cette foulée-là qu'arrive ce documentaire Ancient Apocalypse. Moi, qui est en français À l'aube de notre histoire. Quand j'ai vu ça, non seulement j'ai été fâché parce qu'il faut vraiment faire table rase de tout ce que l'histoire, de tout ce que l'archéologie nous a appris pour pouvoir adhérer à ce genre de sottise. Et je dois t'avouer que je pensais qu'on avait atteint un peu le fond du tonneau là avec nos ancêtres, les extraterrestres, qui, faut-il le dire, on est rendu à sa 18e saison. Quoi? Faut croire qu'il y a des gens qui aiment ce genre d'ineptie. Mais bref, c'est comme le Québec, une histoire de famille, c'est qu'on a fait tous les noms de famille de tout le monde pour remonter aux ancêtres. Ouais, on a refait l'arbre généalogique. Là, tu dis bon, ok, je pensais qu'on avait atteint le fond, mais voilà, tu dis à un moment donné, on va s'épuiser, on va se fatiguer, puis on va bien se réveiller, puis en se disant ça n'a pas de bon
bon sens. Mais là, voilà qu'on nous présente ce truc-là qui est tout à fait épouvantable. Donc là, j'ai pris plein de notes. Je m'excuse auprès des auditeurs si on a l'impression que je fais un peu à des moments donnés des coqs à l'âne, mais il y a de très nombreux points sur lesquels on doit regarder ça et réfléchir un peu. Bon, d'abord, on n'est pas ici dans le domaine de la science. Hein. C'est pas de la science, c'est pas de l'archéologie, c'est rien du tout. Là. C'est quelqu'un qui pense. Et son hypothèse de base à Graham Hancock, il n'est pas très féru de l'idée des extraterrestres. Ça, c'est vrai qu'il a pas trop donné là-dedans. Pour lui, mais c'est quand même une vision, c'est une version semblable, hein, c'est un 2.0 là. Son idée, lui, c'est que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, là, qui a à peu près 10 000 ans, ben ces gens-là auraient été initiés aux mathématiques, à l'architecture, finalement à la civilisation. Ils auraient été initiés par ça, par une autre société, une société mère. Dans le documentaire, jamais il ne parle de blanc, de culture pseudo-occidentale, mais dans ses écrits, il le dit franchement. Donc quand on lit ses ouvrages, c'est clair que la société à laquelle il fait référence, c'est une société blanche de type occidental, donc style romaine, grecque, atlantide, bon, tu vois un peu le genre. Ouais. Quoique dans le documentaire, peut-être avec tous les mouvements sociaux qu'on a vus au cours des dernières années, on est beaucoup plus prudent et il ne va pas jusqu'à dire ça. Mais c'est un peu une technique à la Donald Trump. Hein? Donald Trump, il laisse sous-entendre, puis quand on lui reproche quelque chose, c'est genre, moi je pas dit aux gens de prendre d'assaut le Congrès, là, le Capitole, j'ai jamais dit ça, mais on est capable de lire entre les lignes, puis on sait que dans le privé, c'est des trucs qu'il disait. Donc c'est un peu la même chose avec Graham Hancock. Il y a cette retenue à l'écran de ne pas nous dire « je pense que cette civilisation est blanche et occidentale », mais il suffit d'avoir lu, être familier avec ses écrits pour savoir que c'est exactement ce qu'il pense. Ça laisse des indices. Voilà, donc lui, ce qu'il dit, c'est que ces communautés de chasseurs-cueilleurs ont été initiées à toutes ces grandes connaissances, astronomie, architecture, mathématiques, par une autre super civilisation qui aurait vécu aux alentours de 12 000 ans avant Jésus-Christ et qui aurait été rayée de la face du monde parce qu'il y aurait eu une météorite, une comète qui aurait frappé la Terre, qui aurait entraîné des bouleversements au niveau des températures, du climat, et cette société-là aurait été littéralement gommée, mais avant d'être gommée, bien sûr, certains apôtres de cette société-là se seraient rendus aux quatre coins du monde pour initier différentes sociétés, les Égyptiens, les Mayas, les Incas, quelque part en Asie, pour initier toutes ces sociétés à ces connaissances. Et ce que Hancock nous propose dans cette série de 8 émissions, c'est de nous montrer ces vestiges. Et là, bien sûr, de toujours les relier à cette super civilisation disparue il y a 12 000 ans, donc à la fin de l'époque glaciaire, la dernière période glaciaire, qu'on appelle sur le plan de la géologie le Drias récent. Donc, à ce moment-là que ça serait produit. Bon. Jamais dans sa série documentaire, il définit ce qu'il entend. Il parle tout le temps d'une société avancée, une super civilisation, mais jamais il ne la définit. Ben là, ça serait peut-être intéressant de savoir si c'était une super civilisation, elle ressemblait à quoi cette super civilisation? Est-ce qu'elle avait des voitures? Est-ce qu'elle avait des trains? Est-ce qu'elle avait des ordinateurs? Est-ce qu'on peut prendre exemple dessus? Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, je pourrais dire, par exemple, si tu vas sur l'île de Santorin, qui est que beaucoup considèrent, c'est ça que beaucoup considèrent comme étant peut-être Atlantide. Il y a une ville en ruine qui s'appelle Akrotiri, qui est une véritable merveille archéologique. Bon, ben Akrotiri, tu sais, les gens, les Santorinois de l'Antiquité qui ont développé Akrotiri, ben eux avaient des toilettes. Bon, est-ce que parce que les gens d'Akrotiri avaient des toilettes, comparativement aux Grecs qui n'en avaient pas à la même époque, est-ce que ça fait de la civilisation, de cette civilisation, des gens plus avancés? Tu sais, tu comprends? C'est quoi être avancé? C'est parce que toi, tu as des toilettes puis l'autre n'en a pas? Et ça, jamais, à aucun moment, Graham Hancock nous dit qu'est-ce qu'il sous-entend par une civilisation super avancée. Il y a absolument, tout le long de cette série-là, bien sûr, il n'y a absolument aucune méthodologie qui est suivie. Il capitalise sur l'ignorance des téléspectateurs, donc il va à A, B, C, D, il passe d'un endroit à un autre, il nous raconte toutes sortes de bobards, mais
nous, les gens qui connaissent pas l'histoire, on écoute ça puis on dit, OK, il apporte pas la preuve, il y a aucun élément qui soit réellement convaincant, il ne fait que nous raconter des trucs, et il fait ce qu'on appelle au niveau de la rhétorique, il fait ce qu'on qualifie de faux consensus. Donc, à un moment donné, il est dans une ville, puis il dit, cette roche-là, elle est vraiment extraordinaire. Fait que là, il nous rencontre un historien, puis il dit à l'historien, il dit, c'est étrange, cette roche-là. Puis là, l'historien dit, oui, c'est étrange. Et là, ça nous donne l'impression que tous les historiens du monde trouvent la pierre étrange. Non. Ça, c'est un faux consensus. Sur 100 000 historiens, il y en a un qui trouve la pierre étrange, et c'est lui. Et c'est lui, évidemment, que Graham Hancock met devant la caméra. Ouais. Voilà, parce que c'est lui, il dit exactement la même chose. Il y a une absence totale de références académiques. Quand il raconte ses histoires, tu dis, est-ce qu'on peut voir des études? Parce que l'archéologie n'est pas la façon dont Graham Hancock nous montre que ça fonctionne. L'archéologie, l'accumulation d'éléments, puis on développe une hypothèse en fonction des éléments qu'on a trouvés. Graham Hancock agit de façon inverse. Il part avec une hypothèse, et là, il fait ce qu'on appelle du cherry picking. Il choisit ce qu'il veut, qui alimente son hypothèse. Et ce n'est pas les preuves qui vont vers l'hypothèse, mais son hypothèse qui vient alimenter avec des preuves qu'il choisit volontairement. C'est exactement ce que font tous les autres individus du même genre, tous les réhistoriens, notamment ceux qui parlent des extraterrestres, ils font exactement la même chose. Ils nous prennent 2-3 petits éléments mystérieux et qui viennent servir leur hypothèse, mais qui ne reposent finalement sur absolument rien. Graham Hancock, bien sûr, au début de l'émission, puis on l'entend dans la bande-annonce, il se dédouane. Il dit, je ne suis pas archéologue ou historien, je suis un journaliste. Ça, c'est sous-entendre de je ne suis pas historien et je ne suis pas archéologue, mais c'est vrai que je suis plus intelligent et plus brillant qu'eux, parce que tout le long de la série, il n'y a pas un épisode où il ne fait pas caca sur les archéologues et les historiens. Je vais revenir là-dessus. Mais ça, on a l'impression du pauvre archéologue ou historien complètement frustré, là. Les historiens ne savent pas, c'est des épais, mais lui, il le sait. Tabarnouche qu'il le sait. Mais pourquoi il dit au début de l'émission, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un archéologue, je ne suis qu'un journaliste? C'est parce que ça lui permet de se dédouaner. Si demain matin, quelqu'un lui met le nez dans son caca en lui disant, écoute, là, tu te dis des inepties, il pourra toujours se défendre en disant « Oui, j'ai jamais dit que j'étais un archéologue ou un historien. » Tu comprends? Donc, ça le dédouane. Il ne peut pas être challengé sur les supposément faits qu'il donne. Voilà, tu dis, moi, je suis journaliste, j'ai présenté ça, puis encore là, bravo pour le journaliste, parce qu'on n'a pas été à la même école du journalisme, parce que dans l'école du journalisme, la première démarche d'un journaliste, c'est d'abord de vérifier l'information et de présenter de manière détachée les faits. Or, jamais Graham Hancock ne fait ça. Lui, il te présente son hypothèse. Il ne te dit pas que pour une interprétation qu'il fait, il y a à peu près 100 000 autres interprétations qui sont faites par les archéologues ou les historiens, mais ça, ils te le montrent pas. Donc, bravo pour le journalisme. Je veux dire, j'aurais pas voulu aller à la même école que lui pour exercer mon métier. Et quand on regarde ça, et on le voit, là, c'est un ignorant et c'est un individu excessivement arrogant. Et il est tellement réputé pour la mauvaise information qu'il y a dans un de ces épisodes-là, je crois que c'est l'épisode numéro 3, qui est particulièrement révélateur. Il se présente en Ohio où il y a un tertre, un tumulus, qui est la forme d'un serpent, qu'on appelle le tumulus du grand serpent. Et quand il arrive là, parce que là, il développe une espèce de théorie fantaisiste que le serpent représente la comète qui a détruit l'ancienne civilisation d'il y a 12 000 ans, les gens, les archéologues et les historiens qui travaillent sur le site lui interdisent l'accès. Et ils lui envoient un courriel, puis il a au moins le courage de le lire à l'écran. Et le courriel dit à peu près, nous refusons que vous veniez tourner chez nous parce qu'on connaît M. Hancock et on veut pas qu'il travestisse l'histoire comme il le fait tout le temps. Oh. Donc, ça dit bien la réputation que le bonhomme a. Mais encore une fois, il fait une espèce de pirouette en disant, il le récupère en disant, je vous l'avais dit, les historiens, c'est des salauds, les archéologues, c'est des pas bons, ils veulent vous cacher la vérité. Donc, il diabolise, et là, il a entre les mains un outil extraordinaire pour diaboliser ce milieu scientifique qui lui interdit. Regardez, on m'interdit d'aller sur place, on m'interdit de vous montrer ça. Vous êtes gardés dans l'ignorance, c'est ave retro satanas des méchants historiens et des archéologues, tu sais.
Et là, dans tout son discours, bien sûr, c'est de dire nos gens, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, ben évidemment, étaient tous trop imbéciles pour construire une petite cabane en roche, pour faire ci et pour faire ça. Et là, il multiplie continuellement l'archéologie officielle. Attends une minute, là. L'archéologie officielle, c'est quoi ça, l'archéologie officielle? Il n'y en a pas d'officieuse. T'as tout compris. Ah, j'aime ça quand tu fais des commentaires comme ça. Il n'y en a pas d'officieuse. Il y a l'archéologie ou il n'y a pas d'archéologie. Un point, c'est tout. C'est un peu comme la médecine. T'as pas de la médecine officielle et de la médecine officieuse. Si quelqu'un te parle de la médecine officieuse, attends-toi qu'il va essayer de te vendre 2, 3, 4 petites granules. Ça sent bien, là. Non, mais c'est vrai. Ça sent l'escroc. C'est le discours d'un escroc. Oui, l'archéologie officielle. Ah, parce qu'il y en a un autre. Non, dans l'archéologie, il y a des éléments sur lesquels il y a un consensus entre les historiens et les archéologues. Il y a d'autres éléments, et principalement des éléments si on touche à des civilisations qui ont peu d'écrits ou pas d'écrits. Mais bien sûr, on doit essayer de recomposer l'histoire à partir des fragments que l'on a. Ça devient beaucoup plus difficile, et bien sûr, il n'y a pas consensus, mais comme dans n'importe quel autre domaine scientifique, si tu parles, par exemple, dans le domaine médical, avec des médecins, par exemple, de maladies qui sont souvent maladies orphelines, des maladies très rares, bien, souvent, les médecins ne s'entendent pas tous sur la cause de la maladie, comment la traiter. Mais ça fait pas de ça une médecine officieuse, tu comprends-tu? C'est des débats qui sont sains, qu'on retrouve dans le milieu médical. Et la méthode à faire, ben, c'est de publier. Nous, on fait de la recherche, on publie, on soumet nos écrits à nos pairs, puis s'il y a une réplique à faire ou il y a un commentaire à faire, une critique, ben on l'a fait de manière sensée, saine, dans d'autres périodiques scientifiques, puis on revient à la charge. Alors, à toutes les fois où il nous dit l'archéologie officielle, c'est quoi ça? C'est du grand n'importe quoi. Dans le cas de Hancock, il faut regarder aussi qu'il exploite les vides de l'histoire, hein. Parce que, bon, bien sûr, comme je l'ai mentionné, on n'a pas des écrits sur tout. Fait que quand on n'a pas d'écrits, ben évidemment, il y a des trous dans l'histoire et on profite de ça. Puis je pense t'avoir déjà donné l'exemple. On nous dit, voilà, les grandes pyramides d'Égypte ont été construites par des extraterrestres, mais on nous dit jamais que les grandes cathédrales d'Europe ont été construites par des extraterrestres. Non. Pour deux raisons. Dans un premier temps, les grandes cathédrales d'Europe ont été construites par des Blancs occidentaux. Les pyramides ont été construites par des gens avec la peau un peu bronzée, hein, du Nord-Afrique, donc eux autres sont trop caves pour bâtir ça. Et pourtant, quand on regarde les outils qu'utilisaient les Égyptiens ou on regarde les outils qu'utilisaient les maçons du Moyen-Âge qui ont construit les grandes cathédrales, ils ont utilisé exactement les mêmes outils. Hein. C'était un fil à plomb, c'était un équerre, c'était un rabot. C'était exactement les mêmes outils qu'ont utilisé les Égyptiens. Les Égyptiens, il faut avant de voir arriver des véritables outils mécaniques, il faut vraiment entendre l'ère industrielle. Alors avant ça, là, au Moyen-Âge, on utilisait les mêmes outils, des marteaux, des pioches, des ciseaux de pierre, comme utilisaient les archéologues, les Égyptiens, et pourtant, jamais on nous dit les cathédrales ont été construites par les extraterrestres. D'abord parce que, comme je l'ai mentionné, ce sont des Blancs occidentaux qui ont fait les cathédrales, et deux, parce qu'on a des écrits. Dans le cas des écrits, on a des écrits qui nous disent comment les cathédrales d'Europe ont été construites. On a des écrits qui nous disent comment la Grande Muraille de Chine a été construite. Et tu sais qu'il y a autant de pierres dans la Grande Muraille de Chine pour construire 30 fois la Grande Pyramide de Khéops. Ah, je savais pas. Mais jamais personne nous dit, la Grande Muraille de Chine a été bâtie par des extraterrestres. Ben non, parce qu'on a des écrits, alors qu'on n'a pas d'écrits qui nous disent comment la Grande Pyramide a été construite. Donc, on a un vide. Donc là, c'est la porte ouverte à toutes les fantaisies. Et là, on invente des extraterrestres, une super civilisation. Et c'est exactement là-dedans que tombe ce Graham Hancock. Et là, à 2-3 reprises, on voit aussi dans l'émission, il rencontre Joe Rogan, un animateur d'un très populaire podcast aux États-Unis. Oui, Joe Rogan. Et là, on nous dit, il a rencontré Joe Rogan. Joe Rogan, excuse-moi, mais c'est Monsieur Complaisance. Hein? Moi, j'ai vu quelques entrevues de Joe Rogan, puis il va toujours dans le sens de ses invités. Hein? Les invités disent des énormités, puis Joe Rogan, c'est ah oui, c'est intéressant. Monsieur Complaisance, là, c'est bon, allons-y. Là. Fait, il a beau avoir un podcast hyper populaire, ce que je reconnais, puis c'est parfait, c'est fantastique, mais tabarnouche, c'est pas du journalisme, et en tout cas, on ne tirera pas grand-chose de ça.
Il faut savoir aussi qu'au moment où on se parle, des archéologues maltais, parce qu'à un moment donné, il va sur l'île de Malte, il nous montre un truc. Au moment où on se parle, des archéologues maltais qu'on voit dans le documentaire ont intenté une poursuite contre la Syrie parce que il y a eu un montage de leur discours. Tu comprends? On a manipulé l'information qu'ils ont donnée, on a rassemblé ça pour leur faire dire quelque chose qu'ils ne disent pas en réalité. Donc, au moment où on se parle, il y a déjà une poursuite dans ce sens-là. Puis ça me rappelle, puis ça me surprend pas, je me rappelle, il y a quelques années, un documentaire qui nous parlait des ovnis puis des extraterrestres, où on voyait Buzz Aldrin, le deuxième homme à marcher sur la Lune, qui disait, oui, alors qu'on se dirigeait vers la Lune, on a vu un ovni, puis il décrit, c'était comme une lumière qui clignotait, puis on se posait des questions, qu'est-ce que c'est? Puis le documentaire arrête son témoignage à ce moment-là. Mais si on l'avait laissé parler pendant 1 minute de plus, on aurait entendu Buzz Aldrin dire, on a appelé Capcom, puis à ce moment-là, on s'est senti un peu ridicule parce qu'on a réalisé que notre ovni était simplement un des panneaux du S-4B, donc la fusée porteuse, qui s'était détaché puis qui tournoyait dans l'espace. Tu comprends bien qu'on a coupé ce petit bout-là pour donner l'impression qu'il y avait vraiment vu un ovni, et Buzz Aldrin a pensé à un moment donné poursuivre également la compagnie de production qui avait fait le documentaire, parce que, bien sûr, on avait falsifié son discours de manière à donner l'impression qu'il avait vraiment vu des ovnis dans l'espace, ce qui n'était pas vrai. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, on fait dire à des archéologues maltais des trucs à propos d'une construction qu'on appelle Gigantica, et là, une structure de pierre, puis finalement, on a falsifié un peu le truc le truc que les archéologues ont dit. Il y a également des jump cuts. Ça c'est, on voit toujours ça dans ce genre de documentaire, c'est de lier des choses qui n'en ont pas. C'est-à-dire, on dit, oui, les Égyptiens ont construit des pyramides, et faut-il s'étonner que les Mayas aussi ont construit des pyramides? Hey, Joe Blow, il y a 5000 ans d'histoire qui a passé entre les deux. Ouais. Tu sais, c'est essayer de nous faire croire que ces gens-là vivent en même temps. Et pas du tout, Ils ont les mêmes exploits, entre guillemets, alors, mais c'est pas la même période, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, non, c'est ça. C'est pas du tout la même période. Ils ont pas la même culture. Ils vivent pas dans les mêmes lieux. Ils ont pas les mêmes croyances. C'est vraiment des sociétés qui sont tout à fait différentes. Et ils utilisent des modes de construction qui sont simples et qui sont à la portée de... Si on prend des enfants, par exemple, tu les mets dans des pièces séparées et tu les donnes un jeu de cartes, je te garantis qu'ils vont tous construire des cabanes en jeu de avec des cartes qui vont se ressembler. Ils vont faire un tipi, vont mettre des cartes autour, puis un autre étage, puis un autre étage. Puis crois-moi, ça veut pas dire que les enfants ont des liens puis qui ont été contactés par les extraterrestres. C'est exactement ce qui se passe. Dans les sociétés de l'Antiquité, évidemment, on y est allé avec des formes simples, et c'est d'abord de construire un plateau, on en construit un par-dessus, puis un autre par-dessus, puis éventuellement, on se retrouve avec des pyramides à degrés, ou on se retrouve avec des temples à étages, comme on en retrouve dans le Mésoamérique. Ça, c'est faire ce genre de jump cut-là dans l'histoire, essayer d'associer 2-3 sociétés ensemble qui ont même pas vécu au même endroit, qui ont même pas vécu durant la même période, et d'essayer de nous faire croire qu'il y a une espèce de savoir commun. Attends une minute, là. L'extraterrestre ou le super civilisé qui a donné de l'information aux Égyptiens pour bâtir les pyramides, il a fait quoi durant les 5000 ans avant que les Mayas construisent le temple? Il est allé hiberner. Mais c'est ridicule. Il faut vraiment être un ignorant, un innocent pour avaler des trucs comme celui-là. Et les gens lisent de moins en moins, fait que je pense que le piège est facile. Oui, on se souvient pas de tout ce qu'on apprend à l'école, puis si on se fait pas un devoir d'aller lire des sources crédibles, on peut se faire avoir, là. C'est le piège Internet. Tu as raison. C'est le truc qu'utilisent ces gens-là. Donc, on capitalise sur l'ignorance des gens. Dans ce documentaire-là également, un autre truc que l'on voit, et on le voit abondamment là-dedans, on n'arrête pas, c'est un derrière l'autre. Écoute, je t'en fusille, là. Je vois ça, là, la stime a monté. Quand t'écoutes Graham Hancock qui parle, c'est une multiplication de si. Et si la civilisation, et si ça, et si, avec des si, tu peux faire bien des choses. Et c'est la multiplication des pronoms indéfinis. Oui, les experts disent, oui, les scientifiques prétendent que, puis là, quand il parle de trucs qui vont dans son sens, il dit, on a découvert ceci. Là, c'est l'approprie. Mais là, tu dis, attends une minute, là.
c'est qui ça, les scientifiques? C'est qui ça, les experts? C'est qui ça, on peut-tu avoir des noms? Évidemment, on préfère nous garder dans le flou, hein. Il dit pas, oui, l'université Harvard a mené une recherche ici, puis ils ont déterminé que cette pyramide était 10 000 ans plus vieille. Ben non, évidemment, on va se garder de nous donner des noms, des véritables recherches qui permettraient à l'auditeur, au téléspectateur de faire une vérification. Fait qu'on y va avec le flou, hein. Des scientifiques, des archéologues, on prétend que, on dit ceci, mais ça, avec ça, tu vas nulle part. Et on exploite ce que moi j'appelle dans mon langage le syndrome du Canadian Tire. Ah! Syndrome du Canadian Tire, c'est que, là, Graham Hancock s'en va dans un village, là, tout d'un coup, il se promène dans le village, là, il trouve un bâton avec une roche au bout. Et c'est, oh, tabarnouche, c'est un marteau, ça. Et là, il se dit, ah, les gens qui vivaient là, dans ce village-là, étaient ben trop caves pour faire des marteaux. Donc, le marteau, ils doivent avoir pris ça d'un Canadian Tire quelque part. On n'a pas le Canadian Tire, mais ça doit venir d'un Canadian Tire parce que ces gens-là étaient trop caves pour bâtir des marteaux. Ils s'en vont d'un autre village, dans une autre place dans le monde. Hop, là, d'un coup, ils trouvent un bâton avec une corde. Tabarnouche, il dit ça, c'est sûr que c'est une canne à pêche. Et les gens de ce village-là étaient ben trop caves pour faire des cannes à pêche, donc ils doivent avoir été dans le Canadian Tire ou eux autres aussi pour acheter une canne à pêche. Alors, il fait ça, mais on le voit jamais, le Canadian Tire. Tu comprends-tu? On noie le poisson, là. Tu dis, attends une minute, là. Si un Canadian Tire laisse faire le marteau que tu as trouvé dans le village A, laisse faire la canne à pêche que tu as trouvé dans le village B, montre-moi le sacramoun de Canadian Tire. Mais tu le vois jamais. Donc, il nous parle de l'influence de cette super civilisation sur tous les peuples qui existent dans le monde, mais on voit jamais un seul artefact de cette damnée super civilisation. T'as pas un botch de cigarette de cette civilisation-là, t'as pas une roche, un marteau, un clou, rien du tout. C'est toujours cette idée-là de ça vient d'ailleurs, mais l'ailleurs, on le voit pas. C'est ça. Il a été complètement volatilisé. Le seul bon point de cette série-là, c'est que les images sont belles, on voit des lieux qui sont extraordinaires, on va dans des pyramides, tout ça. Ça, c'est magnifique. Et ce que l'on retrouve en trame de fond, et ça, c'est peut-être le plus important. Tout le long de cette série-là, on retrouve les règles d'or des conspirationnistes et des ticounes avec des casses en papier d'aluminium. Je sais que je suis dur, mais malheureusement, c'est ça. Et cette règle d'or, la numéro 1, c'est diabolisons nos détracteurs. Hein? Que ce soit une théorie du complot ou une théorie marginale comme celle de Graham Hancock, tu vas toujours retrouver ces trois règles-là. Faut diaboliser nos détracteurs. Fait que tout le long de la série, il n'y a pas un épisode où Graham Hancock nous dit pas « les archéologues savent rien, les archéologues ne veulent pas réécrire l'histoire, les archéologues voient les nouvelles découvertes comme des menaces de l'establishment, les archéologues nous mentent, hein, ils complotent, les archéologues ont des œillères, les archéologues refusent d'admettre qu'ils ont tort, les archéologues sont comme une mafia du savoir, les archéologues veulent vous garder dans l'ignorance, les archéologues sont des imbéciles, les archéologues participent à une imposture de l'histoire. Puis là, tout ce que je te dis là, on l'entend dans la série, là. Et c'est ça sous-entend, mais moi, qui est un journaliste, qui n'est pas un historien, un archéologue, moi, je sais bien mieux qu'eux autres, et suivez ma lumière, je vais vous guider. Ça, tu retrouves ça également dans les discours complotistes, hein. Les experts sont des caves, mais le complotiste, lui qui est derrière son écran, lui, il sait. Lui, il est initié au secret des Illuminati. J'ai envie de te dire, Christian, qu'il y a des experts et il y a les experts officiels, selon eux. C'est encore le même principe. Là. C'est ça. Ensuite, t'as la deuxième règle d'or des complotistes et des chapeaux en papier d'aluminium, c'est le cherry picking. Hein? Je l'ai mentionné, tu vas fouiller puis tu ramasses ce que tu veux. Donc, tu as 15 études, t'en choisis une à gauche, à droite, tu mélanges les chiffres et finalement, ça te donne un tout qui semble tu te dis, ben, ça doit être gérable, ça, là. T'écoutes. Et toi qui le sais pas, on l'a vu avec la vaccination, on l'a vu avec les virus et on le voit dans les attentats du World Trade Center, l'assassinat de John F. Kennedy. On prend ce qu'on veut bien prendre. Et on monte ça, on nous fait une grosse affaire avec ça, puis voici, on a fait du cherry picking, et ce cherry picking, hein, cette cueillette de cerises, ben, nous permet d'avoir un tout. Mais on oublie de nous dire plein d'autres affaires. Par exemple, je ne te cite que cet élément-là,
dans la Syrie, à un moment donné, écoute, j'étais scandalisé. Je te le dis, je vais avoir chialé pendant une demi-heure dans mon salon, rien que sur ce point-là. À un moment donné, Graham Hancock se retrouve au Mexique parce que son idée, c'est que le serpent, je l'ai mentionné un peu plus tôt, le serpent, selon Graham Hancock, serait une représentation, un archétype qu'on retrouverait dans les sociétés pour définir la fameuse comète ou le météorite qui, il y a 12 000 ans, aurait rayé de la map sa super civilisation. Alors là, il nous va dans la société à gauche, à droite, puis là, il nous dit, voici dans cette société-là, on voit une représentation d'un serpent, donc c'est le souvenir mythologique de cette grande météorite qui a frappé la Terre. Et là, à un moment donné, il est au Mexique, et là, il nous parle de Quetzalcoatl, ça c'est en nahuatl, ou Quetzalcoatl, si on utilise le mot espagnol, qui est le dieu serpent à plumes qu'on retrouve chez les Mayas. Alors là, évidemment, tu comprends qu'il saute là-dessus, le serpent à plumes, Quetzalcoatl, et là, on dit, voilà, c'est un serpent. Hey, le casque de bain, là, c'est pas ça l'affaire. Dans toutes les sociétés, là, le serpent représente le monde des morts et les oiseaux représentent le monde du ciel, Le serpent, il est respecté parce que c'est un animal que l'on ne voit pas, il rampe, il est dangereux, il peut te mordre à tout moment et il peut te tuer. Donc, c'est pour ça que les sociétés primitives ont toujours eu un grand respect pour le serpent. Et c'était vrai également pour les Mayas. Et dans cette émission-là, crois-le ou non, et là, écoute, c'est sérieux, là, jamais Graham Hancock nous dit que le quetzal est un oiseau endémique d'Amérique centrale. Écoute, j'en venais pas. Tu sais, c'est le mélange, on voit dans cette culture-là, le Quetzalcoatl, le dieu Quetzalcoatl, il représente le monde des morts et le monde du ciel. C'est pour ça qu'il est un amalgame du serpent et de l'oiseau. OK, dans l'entre-deux un peu, là. Dans l'entre-deux, donc, c'est un dieu qui a à la fois les caractéristiques du ciel, le monde du divin, et à la fois les caractéristiques du monde souterrain. C'est pour ça qu'il est un dieu très important. Jamais dans ce documentaire-là, et là, écoute, c'est renversant, jamais Graham Hancock nous dit que les Mayas vénéraient le Quetzal, qui est un oiseau magnifique avec un plumage très coloré, parce qu'il représentait les dieux, et le dieu Quetzalcoatl a les caractéristiques des deux mondes, parce qu'il règne sur les deux mondes. Écoute, j'étais renversé, je me disais, mais écoute, ça va être quoi la prochaine dérape, là? Il va nous sortir de Père Noël, la fée des dents. C'était vraiment invraisemblable. Donc, les règles d'or, c'est diabolisons nos détracteurs. Eux sont caves, mais moi je le sais. 2, cherry picking pour assurer mon hypothèse. Et la troisième, et on la retrouve toujours, l'inversion de la preuve. En science, là, c'est toujours celui qui fait l'affirmation qui doit démontrer son point. Or, les conspirationnistes ou les réhistoriens comme Graham Hancock renversent la preuve. Est-ce que vous pouvez prouver que j'ai tort? Mais ça marche pas, ça, là. Si je peux prouver que t'as tort, voici mon hypothèse. C'est le Père Noël qui a construit les grandes pyramides d'Égypte. Prouve-moi que j'ai tort. Ben là, c'est pas comme ça que ça marche. En science, si tu dis que c'est le Père Noël qui a bâti les pyramides, tu dois le démontrer. L'exemple le plus simple pour bien comprendre comment cette inversion de la preuve fonctionne, si je te dis à toi, Camille, il y a des corbeaux blancs. Et là, tu me dis, ben là, Christian, et je te défie, prouve-moi que j'ai tort. Prouve-moi qu'il n'y a pas de corbeaux blancs. T'aurais beau te promener sur la terre entière, rassembler tous les corbeaux que tu vois, là, tu vas m'arriver avec 100 millions de corbeaux, tous noirs, évidemment, puis tu vas me dire, voilà, Christian, les corbeaux blancs n'existent pas, j'ai fait le tour de la terre, j'ai ramassé tous les corbeaux, et il n'y en a pas de corbeaux blancs. Ben là, je vais te dire, c'est parce que tout simplement que tu l'as pas trouvé. Ça veut pas dire qu'il n'existe pas, ça veut dire que tu l'as pas trouvé. Ouais. Alors que ce serait beaucoup plus simple si moi je te dis les corbeaux blancs existent, ben là tu me dis, ben amène-en un. Ça se finit là, on n'a pas besoin de faire le tour de la Terre. Si tu dis que les corbeaux blancs existent, amène-en un, puis le problème est réglé. Alors que toi, tu devrais faire le tour de la Terre et voir chaque corbeau qui existe dans le monde pour prouver la réfutabilité de mon hypothèse. C'est d'une stupidité, là, mais invraisemblable. Il faut être le dernier des connards pour avaler un truc comme celui-là. Et Graham Hancock le fait dans chacun de ses épisodes. Évidemment, c'est toujours aussi de poser la question qui a la réponse. Se pourrait-il
que la représentation de ce Dieu soit un être venu d'une super... Là, finalement, il donne les réponses. Fait que là, toi, tu dis... C'est un peu comme dans Oak Island. Tu sais, là, on trouve un trou dans terre. Serait-il possible que ce trou cache le trésor des Templiers, ramené en Amérique en 1521 par un tel? Puis là, écoute, ben là, c'est pas parce que tu as mis un point d'interrogation au bout de ta phrase que c'est devenu une question. Là, je veux dire, tu l'as mis là, mais dans le fond, tu nous as déjà donné la réponse. C'est exactement ce que fait Graham Hancock. Il joue là-dessus, il renverse la preuve, que c'est un peu du genre, que les historiens prouvent que j'ai tort. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est de la stupidité sortir ça, tu sais. Il faut que tu prouves ton point, tu dois arriver avec des éléments que tu peux assembler, qui vont faire un tout, et tu auras une hypothèse qui est défendable, mais d'arriver et dire « prouvez-moi que j'ai tort », ça n'a absolument aucun sens. Et quand il pose des questions, il donne déjà au téléspectateur la réponse à sa question. Déjà que prouvez-moi que j'ai tort sur des choses dont on n'a pas la réponse, c'est facile, ce n'est qu'une hypothèse. Ouais, tu n'as pas ça, la donc, vérité. Et c'est parce que, bien sûr, tu as des hypothèses qui sont beaucoup plus économiques. Hein? C'est-à-dire, si je te pose, par exemple, on n'a pas d'écrit pour savoir, c'est pas tout à fait vrai, là, parce que maintenant, à propos de la Grande Pyramide, on a trouvé un journal qu'on appelle le journal de Mérer. Mérer était un individu qui travaillait pour le pharaon Khéops. C'était un peu comme un comptable. Et on a retrouvé le journal de Mérer dans lequel il dit, je suis allé acheter 3 blocs pour la pyramide à tel endroit. Donc, on sait comment que ça a été construit. On sait même d'où il venait. Donc, dire qu'on n'a pas d'écrit pour la Grande Pyramide, c'était vrai il y a 20 ans. Là, ça ne l'est plus parce que là, on a découvert, les archéologues ont trouvé le journal de Mérer. Mais néanmoins, imaginons qu'on ne l'a pas, le journal de Mérer. Alors, moi, je t'oppose, je te dis, voilà, les extraterrestres ont bâti la Grande Pyramide ou une super civilisation. Les Atlantes ont construit la Grande Pyramide. Prouve-moi que j'ai tort. Je peux pas te prouver que t'as tort. Mais il y a une hypothèse qui est beaucoup plus économique de se dire que c'est les Égyptiens qui ont bâti la pyramide. Hein, parce que ils sont sur un plateau rocheux, ce sont des gens qui connaissaient bien la taille de la pierre. On sait que de quelle façon les grands chantiers étaient orchestrés, montés. On connaît les architectes qui ont imaginé la pyramide. Et ensuite de ça, on retrouve un peu partout en Égypte, qui précédemment la construction des grandes pyramides du plateau de Gizeh, on a des constructions qui sont moins bien achevées, beaucoup plus archaïques et qui nous montrent l'évolution de l'architecture en Égypte. Ça me paraît plus économique de penser comme ça, avec des éléments que j'ai devant moi, que d'imaginer que des extraterrestres sont venus de Bételgeuse pour construire la pyramide. Et c'est ça, et c'est de jouer toujours sur ces éléments-là. Si au moins Graham Hancock avait voulu jouer à fond le rôle de journaliste qu'il s'attribue, il aurait fallu qu'il nous montre les hypothèses alternatives. Et crois-moi, s'il avait présenté ces hypothèses alternatives, les gens qui auraient regardé ça auraient dit, là, ça a beaucoup plus de sens. Et à des moments donnés, il y a des trucs qui sont d'une aberration, là, de dire, voilà, si je regarde ce monument-là, ou par exemple, le grand tertre du serpent, il tient un œuf dans sa bouche, et dit, si on regarde ça, là, l'œuf était orienté vers l'étoile Sirius il y a 10 000 ans ou 100 000 ans. Mais c'est aussi orienté vers la Bécosse qui est à gauche, puis c'est orienté également vers le Walmart. C'est d'un ridicule. Là, tu dis, écoute, ça me fait penser. Combien de fois tu vois des trucs un peu comme ça qui sont invraisemblables. C'est le genre. Si tu dis, si je multiplie la hauteur de la Grande Pyramide par 1 milliard, j'obtiens la distance de la Terre au Soleil. OK. Et, fait que là, ça me prouve que c'est des extraterrestres qui ont fait ça. Écoute, je vais pas te décevoir, mais si tu multiplies la hauteur de la Tour Eiffel par 100 000, t'obtiens la distance de la Terre à la Lune. Est-ce que ça veut dire que c'est des Sélénites qui sont venus sur Terre puis qui ont dit à Gustave Eiffel comment construire sa tour? C'est d'une stupidité. Tu peux faire le même exercice avec un tabouret de cuisine, avec la chaise sur laquelle tu es assise, la longueur du micro qui est devant toi. Tu le multiplies, tu le divises, tu vas obtenir toutes sortes de données que tu peux interpréter comme tu veux. Mais c'est renversant de stupidité. Et ce qui m'étonne, et là je rejoins cette critique qui a été faite dans Le Devoir, ce qui est dangereux, c'est qu'on enlève le sens critique aux gens. Les gens, comme tu l'as mentionné, c'est un peu triste, on lit de moins en moins,
On se documente de moins en moins. On est dans une culture du fast-food, du prêt à manger, du prêt à gober. Et c'est exactement ce que nous donne Graham Hancock. Il nous sert un fast-food et on se questionne même pas sur les ingrédients du repas qu'on nous sert. Et ça, c'est très malheureux. Moi, je regardais ça et je me dis, écoute, je suis même pas un professionnel de l'histoire. Hein. Dans mon cursus, j'ai eu quelques cours d'histoire. J'ai écrit un ouvrage à caractère un peu historique qui est à la recherche des reliques saintes. Mais je suis pas un historien, je suis pas un archéologue. J'essayais de m'imaginer dans le milieu de la culture, de l'histoire ou de l'archéologie, comment ces gens-là ont pu être renversés de voir ça. C'est sûr qu'il y a un message qui nous dit, à un moment donné, il va peut-être falloir, mais tu sais, qui sommes-nous? Tu sais, je veux dire, si un diffuseur comme Netflix décide de montrer une cochonnerie pareille, excuse-moi l'expression, mais si Netflix nous montre un truc comme celui-là, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse faire? Tu sais, on va sortir sur la rue, est-ce qu'on va se créer nous-mêmes notre convoi de la liberté ou le convoi du bon sens, puis on va aller occuper des rues et des quartiers pour empêcher Netflix de montrer des stupidités semblables? Ben, il va y avoir des dissonances directement via les réseaux sociaux, puis il va y avoir des... oui, il va y avoir des combats. Tu sais, les algorithmes font déjà la job de diviser les gens en ce moment. Ouais. Hein? Et c'est pour ça que je trouvais important, puis peut-être que ma voix n'est simplement qu'une voix dans le désert, tu sais, mais au moins, ça a été ma contribution. J'ai vu ça, je t'ai dit ce que j'en pensais, je le dis aux gens. Si vous voulez regarder ça pour le divertissement, c'est une chose. Vous voulez regarder ça pour les images, c'est bien. Mais ce que vous dit Graham Hancock, c'est de la merde. Ayons pas peur des mots, c'est de la merde. Ben, ça aurait été ma contribution. Puis, bon, écoute, si ce n'est que ma voix, ben, ça sera que ma voix. Mais déjà, j'ai pu voir dans les derniers jours sur les médias sociaux des gens qui sont intéressés par l'histoire, qui ont fortement dénoncé ce documentaire qui est vraiment, là, c'est à peu près, là, la pire chose que j'ai pu voir. Déjà, là, nos ancêtres, les extraterrestres, ça allait loin. Mais là, écoute, c'est vraiment du grand n'importe quoi. T'sais. Je sens que ça t'a fait du bien ce soir, Christian. Ouais, ça m'a fait du bien, mais bon... Écoute, j'avais plein de notes, que là, je vois le temps qui file, mais j'en avais des notes. C'est épouvantable, tu sais, c'est comme... ouais, OK... Puis à chaque épisode, comme je l'ai mentionné, hein, je me levais, puis là, je marchais dans mon salon, puis là, je disais à ma compagne, ça a pas de bon sens. Puis là, elle m'écoutait, puis là, je sortais pour que l'argumentaire de pourquoi ça a pas de bon sens. C'est ça qui est dommage, c'est que... Puis je dois t'avouer, hein, c'est... Moi-même, comme je connais bien le milieu des médias, il faut pas que je le cache, hein, moi-même, j'ai cessé de faire du démarchage auprès des médias à partir de 2015. Hein. Avant, je travaillais avec les réseaux de diffusion, tout ça, pour produire des séries documentaires. J'ai cessé ça en 2015. J'ai présenté aucun autre projet depuis 2015 parce que, écoute, je nommerai pas des stations ou des noms particuliers, mais je me suis fait dire de n'importe quoi, là. Je présentais des séries où j'essayais de dire, ben voilà, on va présenter le paranormal, ou on va présenter tel ou tel sujet de manière rigoureuse et sérieuse. Et écoute, on me dit à peu près n'importe quoi, là. Oui, mais les gens veulent du rêve. Ou mets de la fumée. Hein. Il y en a un diffuseur qui me dit, mets de la fumée dans ton histoire. Hein, dans le genre, exagère les faits. Ouais, mais rajoute du nébuleux, là, où il y en a pas. Rajoute-en, les gens aiment ça. Là. Juste des petits effets, tididou. Ouais. Et après, on me dit des trucs. Écoute, il y a un diffuseur au Québec qui me dit, c'est une bien bonne idée que t'as, Christian, mais on va attendre que les Américains le fassent, ça va nous coûter moins cher. Fait que tu dis, bon, OK, parfait. Fait qu'à partir de 2015, j'ai comme fermé ma boîte, j'ai terminé, j'ai dit merci. Si éventuellement un producteur réussit à s'entendre avec un diffuseur pour faire quelque chose de qualité, je reste disponible, je serais intéressé de le faire, mais moi, personnellement, c'est terminé. Je ne ferai plus de démarchage auprès de diffuseurs pour faire des séries télé ou des trucs comme ça. Les diffuseurs n'en veulent pas. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent des trucs, des merdes comme celle-là. C'est ça qu'ils veulent. Nos ancêtres, les extraterrestres, ancien apocalypse, les creuseux de Oak Island, qui creusent depuis 10 ans. Faudrait peut-être lui dire qu'il n'y en a pas de trésor, mais bon.
c'est exactement ça. Ça divertit des gens, puis on fait table rase de l'histoire, on fait table rase de la connaissance. On ne valorise pas la connaissance. Ici, ce que l'on valorise, c'est d'abord, on a une colonne comptable, hein, ça nous rapporte combien, puis ça nous coûte combien faire cette série-là, puis combien il y a de gens qui écoutent, puis on se fout complètement que l'information qui est donnée soit une information de mauvaise qualité. En fait, les diffuseurs, je nommerai pas de chaîne de restaurants, mais les diffuseurs sont devenus des gens qui nous offrent du fast-food indigeste. Et la bonne nouvelle, c'est que la porte est toujours ouverte ici, puis moi, j'ai soif et très faim de connaissances, puis j'ai l'impression d'en apprendre tout le temps, des petits fun facts, tout comme des histoires de A à Z avec toi, Christian, puis merci pas de ça. Je suis content que tu dis ça, parce que je vais te dire, là, puis je sais qu'on a terminé, mais dans mes 46 ans dans ce milieu-là, j'ai vu des gens qui étaient des passionnés du surnaturel. J'ai vu des passionnés du scepticisme, mais je n'ai jamais rencontré de passionnés de la vérité. Et c'est pourquoi souvent j'ai l'impression d'être seul. T'sais. Donc c'est ça. Ma motivation, c'est la vérité. Ben merci, Christian. Ça me fait plaisir. On se reparle demain. Dernière déjà. Oui, je te parle, je t'ai glissé un mot la semaine dernière. Demain, je te parle d'un des plus monstrueux assassins du 20e siècle, le monstre de Florence. Super. À demain, Christian. Bonne fin de soirée. Ciao. Bye bye. Radio X.